Émeraude, Alexandre Couperine. 1. Émeraude, beau, jeune trotteur de type américain, d'une robe grise régulière entre l'acier et l'argent, s'éveilla comme de coutume dans son box, vers minuit. À gauche, à droite, en face, de l'autre côté du couloir, les chevaux, à petits coups rythmés et fréquents, à mesure eût-on dit, mâchaient leur foin, le faisaient savoureusement craquer sous leurs dents, s'ébrouaient par intervalles pour chasser la poussière. Dans un coin, sur un tas de paille, ronflait le palefrenier de service. Émeraude savait par l'alternance des jours et par les sons particuliers du ronflement que c'était Vassili, un jeune gars détesté des chevaux, parce qu'il fumait à l'écurie un tabac puant, entrait souvent dans les boxes en état d'ivresse, donnait des bourrades de son genou dans le ventre, levait les poings en plein dans les yeux, tirait brutalement sur le licol, gourmandait les chevaux de sa voix de basse forcée, éraillée et menaçante. Émeraude s'approcha des barreaux de clôture. En face de lui, porte à porte, se tenait dans sa stalle, Coquette, jeune pouliche morelle pas encore formée. Dans l'obscurité, son corps demeurait invisible, mais chaque fois que, délaissant le foin, elle tournait la tête en arrière, son grand œil s'éclairait pour quelques secondes d'une jolie petite flamme violette. Émeraude élargit ses naseaux délicats, huma l'air à longs traits, flaira l'odeur à peine distincte, mais forte et troublante, et hennit brièvement. La pouliche tourna le col, répondit par un petit hennissement tremblant, caressant et enjoué. Aussitôt, à sa droite, Émeraude entendit une respiration jalouse, courroucée, celle d'Oniegin, cheval brun vieux et rétif, qui de loin en loin disputait encore les prix dans les courses d'attelage. Séparés par une légère cloison, les deux chevaux ne pouvaient se voir entre eux, mais en appuyant son chanfrein au côté droit de la grille, Émeraude perçut nettement l'exhalaison chaude de foin remâché qui provenait des naseaux haletants d'Oniegin. Quelque temps, dans l'obscurité, les deux rivaux, col tendu, oreilles collées aux tempes, se flairèrent. Puis subitement, tous deux ensemble tapèrent du sabot, poussèrent un cri de frayeur. « Attends un peu, canaille !» cria d'une voix endormie le palefrenier, répétant sa menace coutumière. D'un bond, les chevaux quittèrent la grille, se mirent sur leur garde. Depuis longtemps, ils ne pouvaient se souffrir, et comme 3 jours auparavant on avait placé dans leur écurie la gracieuse pouliche Morel, dérogation aux usages motivés par le manque de place et la bousculade des courses, il ne se passait pas un jour où ne s'éleva entre eux quelque grosse querelle. À l'écurie, à l'hippodrome, à l'abreuvoir, ils se provoquaient au combat. Toutefois, Émeraude éprouvait une certaine crainte devant ce grand cheval si plein d'assurance, devant son âpre odeur de bête méchante, son jabot saillant comme celui des chameaux, son œil sombre enfoncé dans l'orbite, surtout devant sa rude carcasse qui semblait de pierre, trempée qu'elle était par les ans, les courses répétées et les anciennes batailles. Feignant de croire qu'il ne s'était rien passé tout à l'heure, Émeraude, avec une assurance affectée, se retourna, plongea la tête dans le râtelier, fouilla le foin de ses lèvres tendres, mobiles et élastiques. Il commença par mordiller capricieusement quelques brins d'herbe, mais bientôt, le goût de l'aliment ruminé qui lui venait à la bouche l'entraîna. Il s'attela pour de bon à la pâture. Cependant, de lentes pensées indifférentes lui passaient par la tête, s'enchaînaient les unes aux autres par des souvenirs de forme, de sons, d'odeurs.
disparaissait pour l'éternité dans le sombre abîme qui bordait en avant, en arrière, la minute actuelle. Foin, pensa-t-il, et il se rappela le palefrenier-chef, Nazaire, qui, vers le soir, distribuait le foin. Un bon vieux, ce Nazaire. Il exhale toujours une bonne odeur de pain noir, mêlée à un imperceptible relent d'eau-de-vie. Nulle hâte, nulle brusquerie dans ses mouvements. Quand il est de service, l'avoine et le foin semblent avoir meilleur goût. Tandis qu'il pense un cheval, on prend plaisir à l'écouter causer à mi-voix, bougonner, faire d'affectueuses réprimandes. Mais il lui manque ce je ne sais quoi, qui fait l'homme de cheval, et, à l'essai, on sent bien à travers les guides que ses mains ne sont ni assurées ni précises. Vassili n'a pas non plus cette maîtrise. Il a beau crier, bousculer, les chevaux, connaissant sa couardise, ne le craignent point. Et puis, il ne sait pas conduire. Il vous tiraille, il s'agite en vain. Le troisième palefrenier, le borgne, meilleur que ces deux-là, mais cruel, impatient, n'aime pas les animaux. Ses mains n'ont pas de souplesse. On les croirait de bois. Quant au quatrième, Andriachka, ce gamin joue avec les chevaux, comme un poulain à la mamelle. À la dérobée, il vous embrasse sur la lèvre supérieure, entre les naseaux, sensation qui n'a rien de particulièrement agréable. Par contre, le grand maigre, voûté, à la face glabre, aux lunettes d'or, on pourrait le prendre pour quelque cheval extraordinaire. Sage, fort, intrépide. Jamais il ne se fâche, jamais il ne frappe du fouet, jamais il ne profère une menace. Cependant, quand il est assis sur le sulky, quelle joie, quelle fierté, quelle crainte charmante on éprouve à obéir au moindre signe de ses doigts puissants et intelligents. Lui seul s'est amené Émeraude à ce ravissant état d'harmonie, où toutes les forces du corps se tendent dans la rapidité de la course. Aussitôt, Émeraude vit en imagination le court chemin conduisant au champ de course, le sable de l'hippodrome, la tribune, les chevaux, l'herbe verte, la piste jaune. Il se rappela tout à coup le 3 ans bai, qui, les jours précédents, s'était foulé la jambe à l'entraînement, essaya lui-même en pensée de boiter un peu. Une poignée de foin se distinguait par une saveur particulière, délicieuse. Longuement, Émeraude la remâcha, et quand il l'eut avalée, il sentit encore quelque temps en sa bouche l'arôme délicat, parfumé des fleurs fanées, de l'herbe sèche. Un souvenir lointain, confus, traversa la pensée du cheval. Ainsi, pour certains fumeurs, une bouffée de cigarette aspirée par hasard dans la rue ressuscite, pendant une minute fugace, tel corridor à demi obscur, tapissé de tentures anciennes, avec une bougie solitaire sur un buffet, ou bien quelque voyage nocturne dans une langoureuse somnolence, au son rythmé des grelots, ou encore un bois bleuâtre tout proche, la neige qui aveugle les yeux, le tapage des rabatteurs en marche, l'impatience passionnée qui fait trembler les genoux. L'espace d'un clin d'œil, vous sentez passer en votre âme l'émotion vague, caressante, mélancolique, de troublantes sensations oubliées et qui, de nouveau, vous échappent. Entre-temps, la lucarne sombre, au-dessus du râtelier, qu'on ne distinguait pas jusqu'alors, commença à se colorer de gris, à se détacher sur l'ombre. Les chevaux mâchonnaient plus paresseusement, exhalaient, l'un après l'autre, des soupirs pesants et doux. Dans la cour, un coq poussa son cri familier, vigilant, aigu comme le son du clairon. Et longtemps alentour, d'autres coqs se renvoyèrent leur appel. La tête enfouie au râtelier, Émeraude s'efforçait de garder en sa bouche, de ranimer le goût étrange qui avait éveillé en lui cet écho ténu, presque physique, d'une incompréhensible réminiscence. Impuissant à lui rendre la vie, insensiblement il s'endormit. 2. Comme il avait le corps et les jambes irréprochables, de forme accomplie, Émeraude dormait toujours debout, dans un imperceptible balancement. Parfois, un frisson muait pour quelques secondes son ferme sommeil en une légère et subtile somnolence. Mais les courts instants de somme étaient si profonds que pendant ce temps, tous ses muscles, ses nerfs, sa peau se reposaient, se rafraîchissaient. À pointe d'aube, il vit en songe un matinal crépuscule de printemps, une prairie basse embaumée d'arômes. Sous les feux de l'aurore, l'herbe drue, au vert éclatant, féerique, où la rosée étincelle en petits feux tremblotants,
se teintent de rose tendre. Dans l'air léger, toutes les senteurs possibles se propagent avec une étonnante subtilité. À travers la fraîcheur du matin, on perçoit l'odeur de la fumée, qui déroule ses volutes bleues, transparentes, au-dessus des cheminées du village. Chaque fleur exhale son parfum particulier. Derrière la haie, sur la route humide, sillonnée d'ornières, c'est une confusion d'odeurs sans nombre. Cela sent l'homme, le goudron, le crottin et la poussière. Le troupeau qui passe fleure le lait fraîchement trait. Les perches de la palissade embaument la résine de pin. Émeraude, petit poulain de 7 mois, à la crinière fraîchement tondue, galope sans but à travers les champs, en ruant et en penchant la tête. Tout son corps paraît aérien, on dirait qu'il n'en sent pas le poids. Les blanches marguerites odorantes courent sous ses pieds, loin, toujours plus loin derrière lui. Il fonce à perdre haleine droit au soleil. L'herbe humide lui fouette les pâturons, les canons, les refroidit, les rembrunit. Ah, ce ciel bleu, cette herbe verte, ce soleil d'or, cet air merveilleux et l'enivrant enthousiasme de la jeunesse, de la force, de la course éperdue. Mais soudain, il s'entend appeler par un hennissement bref, inquiet, caressant, si familier qu'il le reconnaît toujours, de loin, entre 1000 autres sons. Il s'arrête au milieu de sa course folle, dresse la tête, ses fines oreilles s'agitent, sa courte queue, bien fournie, s'écarte en balai. Puis, il répond d'un long cri modulé qui fait tressaillir son corps élégant, grêle et haut perché. Il s'élance enfin vers sa mère. Celle-ci, vieille jument paisible, tout en os, relève la tête de dessus l'herbe mouillée, flaire avec une rapide attention le petit poulain et se remet aussitôt à brouter, comme si elle se hâtait à quelque tâche urgente. Le poulain incline sa souple encolure sous le ventre de sa mère, redresse de côté la tête, fouille des lèvres entre les jambes de derrière, trouve le tétin chaud, élastique, rempli d'un lait sucré, aigre-lait, qui lui gicle dans la bouche en minces filets tout chauds, et s'attarde longuement à boire. Mais la poulinière, retirant sa croupe, fait mine de le vouloir mordre à l'aine. Cependant, à l'écurie, le jour était venu. Un vieux bouc barbu, puant, qui vivait là parmi les chevaux, s'approcha de la porte fermée intérieurement par une barre de bois et se mit à bêler en regardant en arrière vers le palefrenier. Vassili, pieds nus, grattant sa tête ébouriffée, s'en alla lui ouvrir. Il faisait une matinée d'automne, fraîche, bleue, robuste. Le rectangle régulier de la porte ouverte s'embua aussitôt d'une vapeur chaude qui s'échappait de l'écurie. Un arôme de givre, de feuilles tombées, s'épandit sur les stalles. Les chevaux savaient qu'on allait venir verser l'avoine, et d'impatience geignaient lourdement, le nez aux grilles. L'avide et capricieux Onegin frappait du sabot sur le plancher de bois, mordillait, par mauvaise habitude, le bord déchiqueté de la mangeoire, que protégeait une bande de fer, s'étirait le cou, avalait l'air, éructait. Émeraude se grattait la tête à la grille. Les autres palefreniers arrivèrent, se mirent à distribuer dans les stalles l'avoine, contenue dans des mesures en tôle. Tandis que Nazaire répandait dans la mangeoire d'Émeraude la lourde avoine murmurante, le cheval avide de nourriture s'agitait, passait tantôt par-dessus l'épaule, tantôt entre les mains du vieillard, ses naseaux chauds, palpitants. Le palefrenier, à qui plaisait cette impatience du doux animal, faisait exprès de ne pas se hâter, barrait la mangeoire de ses coudes, marmonnait avec une débonnaire rudesse. « Eh bien, espèce de glouton! Là, tu as le temps. Attends un peu. Essaie de me bourrer encore avec ta tête. Tu verras comme je t'en donnerai tout à l'heure. » Par la lucarne, au-dessus des râteliers, pénétrait de biais un joyeux prisme de lumière solaire, au sein duquel tourbillonnaient des milliers de grains dorés de poussière, coupés par l'ombre allongée de la traverse. 3. Émeraude avait à peine achevé de manger son avoine qu'on vint le chercher pour la promenade. Il faisait plus chaud. La terre s'était légèrement amollie, mais les murs de l'écurie étaient encore blancs de givre. Les tas de fumier qu'on venait seulement d'enlever dégageaient une vapeur épaisse. Les moineaux grouillaient sur le crottin, piaillant avec animation et paraissant se quereller entre eux. Émeraude courba le cou sous la porte, franchit avec précaution le seuil, prit plaisir à aspirer l'air piquant, se secoua de l'encolure, puis de tout le corps s'ébroua à grand bruit.
À vos souhaits, dit sérieusement Nazaire. Émeraude ne tenait plus en place. Il avait le désir des mouvements violents, du chatouillement de l'air dans les yeux, les naseaux, des battements chauds du cœur, de la respiration profonde. Attaché à la barre, il hennissait, gambadait des jambes de derrière, courbait de côté le cou, coulait de son grand œil à fleur de tête, où blanc sillonnait de petites veines rouges, des regards en arrière vers la pouliche Morel. S'essoufflant à l'effort de son geste, Nazaire leva bien haut par-dessus la tête un seau d'eau, qu'il répandit sur l'échine du cheval, du garrot à la queue. Cette sensation alerte, agréable, bien connue d'Émeraude, le saisit pourtant par sa brusquerie. Nazaire apporta encore de l'eau, lui en cingla les côtes, la poitrine, les jambes, la croupe sous le tronçon de la queue. Et à chaque fois, il passait sa main calleuse en l'appliquant avec force dans le sens du poil, pour faire égoutter l'eau. D'un coup d'œil en arrière, Émeraude aperçut sa croupe élevée, un peu inclinée vers le bas, qui, devenue tout à coup plus foncée, brillait au soleil. C'était jour de course. Émeraude le devinait à la hâte nerveuse avec laquelle les palefreniers s'affairaient autour des chevaux. À quelques-uns d'entre eux, qui par suite à leur forme ramassée avaient l'habitude de se couper avec leurs fers, on bouclait sur les pâturons les guêtres de cuir. À d'autres, on entourait les jambes de bandelettes en toile depuis le boulet jusqu'aux genoux, ou bien on leur attachait sous le poitrail, entre les jambes de devant, de larges plastrons garnis de peau de mouton. On sortait des remises les légers soulkis à deux roues, au siège élevé. Leurs rayons de métal étincelaient gaiement en tournant. Les jantes rouges, les brancards rouges, larges, recourbés, luisaient sous le vernis neuf. Émeraude était déjà tout à fait sec, pensée à la brosse, essuyée au chiffon de laine, quand arriva le jockey-chef, un Anglais de haute taille, maigre, un peu voûté, à longs bras, également respecté et redouté des hommes et des chevaux. Il avait le visage rasé, rosé, hâlé, les lèvres fermes, minces, un peu tordues, d'un dessin ironique. Il portait des lunettes d'or, au travers desquelles ses yeux bleu clair regardaient avec fermeté, tranquillité et obstination. Il surveillait le pansage, ses longues jambes écartées dans les hautes bottes, ses mains enfoncées dans les poches du pantalon, et mâchonnait un cigare tantôt d'un coin de la bouche, tantôt de l'autre. Vêtu d'une vareuse grise à col de fourrure, coiffé d'une casquette noire à bords étroits, à longue visière carrée, il laissait parfois tomber d'un ton saccadé, négligent, de brèves observations. Les palefreniers, les aides tournaient la tête vers lui, tandis que les chevaux tendaient l'oreille dans sa direction. Il surveillait particulièrement la façon dont était attelée Émeraude, examinait tout le corps du cheval, du garrot au sabot. Sentant sur lui ce regard exact, attentif, Émeraude levait fièrement la tête, tournait à demi son cou flexible, dressait toute droite ses fines oreilles transparentes. Le jockey essaya lui-même la solidité de la sangle en passant le doigt entre celle-ci et le ventre. Ensuite, on carapassonna les chevaux de housse grise à liséré rouge, avec des ronds rouges autour des yeux, des initiales rouges près des jambes de derrière. Deux palefreniers, Nazaire et le borgne, prenant Émeraude chacun d'un côté par la bride, le menèrent vers l'hippodrome distant de 300 mètres au plus, le long de la route coutumière entre deux rangées de hautes bâtisses espacées. Sur le paddock, on promenait à la main les chevaux déjà nombreux, en leur faisant suivre à tous la même direction, inverse à la marche des aiguilles d'une montre, celles mêmes qui tiennent sur la piste de course. À l'intérieur du cercle, on menait des chevaux d'entraînement, petits, forts de jambes, la queue taillée court. Émeraude reconnut aussitôt le cheval blanc qui galopait toujours à son côté. En signe de reconnaissance, les deux chevaux poussèrent un hennissement faible, caressant. 4. La cloche retentit sur l'hippodrome. Les palefreniers débarrassèrent Émeraude de sa housse. L'Anglais, clignant des yeux sous ses lunettes à cause du soleil, montrant ses longues dents jaunes, chevalines, boutonnant en route ses gants, s'approcha, la cravache sous le bras. Un des palefreniers retroussa la queue d'Émeraude, cette queue si bien fournie qu'il lui descendait jusqu'au pâturon, et la disposa avec précaution sur le siège du sulky, de façon que l'extrémité plus claire retombât. Sous le poids du corps, les souples brancards fléchirent. Émeraude, lançant un regard en arrière, aperçut le jockey assis presque à bloc derrière sa croupe, les jambes étendues, allongé sur les brancards. Sans se hâter,
Le jockey prit les guides et jeta un cri bref aux palefreniers qui, d'un mouvement unique, retirèrent leurs mains. Réjoui de la course prochaine, Émeraude voulut bondir, mais retenu par des bras robustes, il ne put que se dresser un peu sur ses jambes de derrière, secouer l'encolure, franchir au petit trot le portail de l'hippodrome. Le long d'une palissade se déroulait en ellipse une large piste d'1 kilomètre couverte d'un sable jaune, humide, ferme et élastique. Les empreintes nettes des sabots, les traces unies, droites, laissées par le caoutchouc des bandages, la sillonnaient. Tout contre s'étendait la tribune, haut édifice de bois, mesurant 200 longueurs de chevaux, où du sol à la toiture soutenue par de fines colonnes s'entassait une foule noire agitée, bruissante. À un léger mouvement presque imperceptible des guides, Émeraude comprit qu'il lui était permis de forcer un peu l'allure. En signe de reconnaissance, il s'ébroua. Il marchait d'un trot égal, de large envergure, sans déplacer presque l'échine. Le col tendu en avant, légèrement tourné vers le brancard de gauche, la tête dressée droit devant lui. Par suite des battues rares, bien qu'extraordinairement allongées de son trot, son allure, à distance, ne donnait pas l'impression de la rapidité. Le trotteur semblait arpenter sans hâte la piste de ses jambes de devant, droite comme un compas, effleurer à peine le sol de la pointe du sabot. C'était le véritable dressage américain, consistant à faciliter au cheval la respiration, à réduire au dernier degré la résistance de l'air. Tout mouvement inutile à la course, toutes dépenses improductives de force en sont éliminées. La beauté extérieure des formes est sacrifiée à la légèreté, à la sécheresse, à la respiration profonde, à l'énergie de l'allure. Le cheval est ainsi transformé en une impeccable machine vivante. On profita d'un entracte entre deux courses pour entraîner les chevaux, pratique destinée à préparer la respiration des trotteurs. Ils étaient nombreux à courir, les uns sur la piste extérieure, dans la même direction qu'Émeraude, les autres sur la piste intérieure, en sens contraire. Un solide trotteur, à tête blanche, gris pommelé de noir, de pure race Orloff, à l'encolure courte ramassée, à la queue en trompette, tout semblable à quelque cheval de foire, dépassa Émeraude. Dans sa course, il secouait son large poitrail, chargé de graisse, tout foncé sous la sueur. Agitait les plis humides de ses aines, déjetait de côté ses jambes de devant, en saillie hors de la ligne des genoux. À chaque battue, sa rate hoquetait bruyamment. Émeraude fut ensuite rejoint par une longue jument métisse à la robe noire, à la sombre crinière rare, admirablement entraînée elle aussi, d'après la méthode américaine. Son poil court, soigné, brillait, miroitait au mouvement des muscles sous la peau. Tandis que les jockeys échangeaient quelques paroles, les deux chevaux marchèrent un moment côte à côte. Émeraude flairait la jument, s'apprêtait tout en courant à folâtrer, mais l'anglais ne le permit pas. Il se soumit. Un énorme cheval maureau, enveloppé de bandelettes, de grenouillères, d'esselières, se précipita à plein trot à leur rencontre. Son brancard gauche dépassait le droit de 30 centimètres. À travers l'anneau fixé sur sa tête passait la courroie de la martingale d'acier, qui maîtrisait cruellement par en haut et par les côtés son chanfrein nerveux. Simultanément, Émeraude et la jument lui lancèrent un regard. Tous deux aussitôt apprécièrent en lui un trotteur d'une puissance, d'une vitesse, d'une endurance extraordinaire, mais d'un caractère têtu, méchant, orgueilleux et susceptible. Derrière le cheval maureau passa en vitesse un étalon gris clair, élégant de forme, mais petit à faire rire. À distance, on eût pu croire qu'il courait à une allure invraisemblable, tant il frappait fréquemment le sol de ses sabots, tant haut il les déjetait hors de la ligne des genoux, tant son encolure cambrée, coiffée d'une jolie tête minuscule, prenait une expression appliquée, affairée. Émeraude se contenta de lui décocher un regard dédaigneux, de tourner dans sa direction une de ses oreilles. L'autre jockey termina l'entretien, poussa un bref et bruyant éclat de rire, semblable à un hennissement, et lança à plein trot sa jument, qui, sans le moindre effort, dans un calme parfait, comme si la rapidité de sa course n'eût en rien dépendu d'elle, s'élança, déploya avec aisance son échine lisse, brillante, le long de laquelle passait à peine visible une petite courroie sombre. Mais aussitôt, Émeraude et elle furent rejoints, rapidement dépassés par un trotteur d'un roux flamboyant, à larges taches blanches sur le chanfrein. Il galopait à grands bonds allongés, fréquents, tantôt s'étirait, se plaquait contre le sol,
Tantôt joignait presque en l'air son membre postérieur à l'antérieur, tandis que le jockey rejetait tout le corps en arrière, se couchait sur le siège, s'accrochait au guide tendu. Émeraude s'énerva, se lança de côté, mais l'Anglais, insensiblement, retint les guides, et ses mains si souples, si sensibles à chaque mouvement du cheval, devinrent tout à coup rigides comme le fer. Auprès de la tribune, le cheval roux, qui avait eu le temps de franchir encore un tour de piste, dépassa de nouveau Émeraude. Il galopait toujours, mais son corps se couvrait d'écume, ses yeux s'injectaient de sang, sa respiration s'enrouait. De toutes ses forces, le jockey, penché en avant, le frappait à coups de cravache le long de l'échine. Enfin, les palefreniers réussirent à lui barrer la route, à le saisir par la bride, près de la bouche. On l'entraîna hors de l'hippodrome, tout trempé de sueur, tremblant, maigri en 1 minute. Émeraude fit encore à plein trot un demi-tour de piste, tourna sur le sentier qui coupait par le travers le champ de course, franchit le portail, rentra dans le paddock. 5. La cloche sonna plusieurs fois sur l'hippodrome. Devant le portail ouvert, à longs intervalles, passaient comme l'éclair les trotteurs en course. Le public aux tribunes se mettait subitement à crier, à applaudir. Émeraude, en ligne avec d'autres trotteurs, marchait à pas rapides, auprès de Nazaire, balançait sa tête pendante, remuait ses oreilles coiffées de manchons en toile. Après l'exercice, le sang courait joyeux et chaud dans ses veines. Sa respiration devenait toujours plus profonde, plus libre, à mesure que se reposait, se rafraîchissait son corps. Dans tous ses muscles se faisait sentir le désir impatient de courir encore. 1 demi-heure environ passa. Un nouveau coup de cloche retentit. Le jockey s'assit sur le sulky, sans mettre de gants cette fois. Il avait les mains blanches, larges, des mains magiques qui inspiraient à Émeraude l'attachement, la crainte. L'Anglais amena sans hâte le sulky sur l'hippodrome, qu'abandonnaient successivement les chevaux après avoir terminé l'exercice. Seul demeurait sur la piste Émeraude et cet énorme cheval Moreau qui s'était rencontré avec lui à l'essai. Du haut en bas, les tribunes étaient noires d'une foule dense, masse sombre où les visages, les mains innombrables mettaient des taches claires, gaies, désordonnées. Les ombrelles et les chapeaux des dames jetaient des notes bariolées. Les feuillets blancs des programmes se balançaient légers comme l'air. Émeraude augmenta progressivement son allure, fila le long des tribunes, sentit qu'un millier d'yeux l'accompagnaient sans relâche. Il comprenait clairement que ses yeux attendaient de lui des mouvements rapides, un emploi complet de ses forces, de puissantes pulsations de son cœur. Et cette intuition communiquait à ses muscles une heureuse légèreté, une coquette tension. Son ami le petit cheval blanc, monté par un lad, galopait à foulée raccourcie auprès de lui, à droite. D'un trot égal, mesuré, le corps à peine incliné à gauche, Émeraude décrivit un tournant très raide, approcha du poteau à disque rouge. Sur l'hippodrome, un bref coup de cloche retentit. Presque imperceptiblement, l'Anglais se redressa sur son siège, tandis que ses mains se faisaient plus fermes. « Marche à présent, mais ménage tes forces », comprit Émeraude qui, en signe d'intelligence, tourna en arrière pour 1 seconde ses fines oreilles sensibles. Le petit cheval blanc galopait en mesure à ses côtés. Émeraude sentit sur lui, à hauteur du garrot, son haleine fraîche, rythmée. Le poteau rouge est dépassé. Encore un tournant raide. La piste se redresse. La seconde tribune se dessine à distance, sombre, bigarrée sous la foule bruissante, puis grandit rapidement à chaque battue. « Force !» autorise le jockey. « Encore, encore !» Émeraude s'échauffe un peu et veut d'un coup bander toutes ses forces à la course. « Le puis-je » pense-t-il. « Non, c'est encore trop tôt. Ne t'agite pas » répondent en le calmant les mains magiques. « Tout à l'heure. » Les 2 chevaux franchissent les poteaux de course à la même seconde, mais aux 2 extrémités opposées du diamètre qui va d'une tribune à l'autre. La légère résistance du fil tendu raide et sa brusque rupture obligent, pour un clin d'œil, Émeraude à dresser les oreilles, mais il a tôt fait de l'oublier, absorbé qu'il est par son attention au langage des mains magiques. « Attends encore un peu, pas d'excitation inutile », ordonne le jockey. La sombre et mouvante tribune passe. Quelques dizaines de mètres encore, et tous 4, Émeraude, le petit cheval blanc, l'Anglais, le lad, qui, dressé sur ses étriers courts, se couche sur la crinière, se confondent en un seul corps, compact, entraîné d'un mouvement rapide, animé d'une volonté unique,
d'une même beauté de mouvement puissant, d'un même rythme, vibrant comme une musique. Martèlent en mesure les sabots d'Émeraude. Lui répond en écho bref le lad. Encore un tournant, et la seconde tribune accourt vers eux à rapide allure. « Je vais forcer encore ?» interroge Émeraude. « Oui, va !» répondent les mains. « Mais du calme !» La seconde tribune passe en vitesse, disparaît dans les cris du public. Émeraude, distrait, s'échauffe, échappe à la sensation des guides, perd pour une seconde la cadence commune, fait 4 bonds capricieux sur la jambe droite. Mais tout aussitôt les guides se raidissent, lui arrachent la bouche, lui tordent l'encolure vers le sol, lui tournent la tête à droite. Il lui devient à présent malaisé de galoper sur le pied droit. Émeraude s'irrite, ne veut pas changer de pied, mais le jockey saisit le moment, met avec un calme impérieux le cheval au trot. Émeraude rentre de nouveau dans la cadence. Les mains redeviennent amicalement douces. Émeraude, qui a conscience de sa faute, veut doubler son trot. « Non, non, c'est encore trop tôt !» observe avec bonhomie le jockey. « Nous avons le temps de réparer cela. Ce n'est rien. » Ils franchissent ainsi en parfait accord et sans à-coups encore un tour et demi. Mais le cheval Moreau est lui aussi aujourd'hui en parfaite condition. Tandis qu'Émeraude se désunissait, il a eu le temps de le lâcher de 6 longueurs. Mais à présent, Émeraude regagne le terrain perdu. À l'avant-dernier poteau, il se trouve être de 3 secondes d'écart en avance. « Maintenant, je te permets. Vas-y !» ordonne le jockey. Émeraude couche les oreilles, lance en arrière un unique et rapide coup d'œil. Le visage de l'Anglais est tout enflammé d'une expression tranchante, résolue, tendue vers le but. Ses lèvres rasées se crispent en une grimace d'impatience, découvrant ses grandes dents jaunes fortement serrées. « Donne tout ce que tu peux !» commandent les guides, entre les mains haut levées. « Encore ! Encore !» Et soudain l'Anglais, d'une forte voix vibrante, pousse un cri qui va s'élevant comme le son de la sirène. Crie le petit lad d'un ton perçant et sonore, qui épouse la cadence de la course. Maintenant, le sentiment de la cadence atteint sa plus haute tension, se tient comme suspendu à un cheveu ténu, toujours prêt à se rompre. Martèlent régulièrement sur le sol les sabots d'Émeraude. Se fait entendre en avant le galop du petit cheval blanc qui entraîne Émeraude à sa suite. À la cadence du trot, les souples brancards fléchissent. À la cadence du galop, le lad, presque couché sur l'encolure du cheval, s'élève, s'abaisse sur sa selle. L'air se ruant à la rencontre siffle aux oreilles, chatouille les naseaux, d'où s'échappent de longs et fréquents jets de vapeur. La peau devient brûlante, la respiration plus difficile. Émeraude parcourt le dernier tournant en s'inclinant de tout le corps à l'intérieur de la piste. La tribune grandit peu à peu, semble vivante, laisse échapper le mugissement d'un millier de voix qui effrayent, émeuvent, réjouissent Émeraude. Au bout de la puissance de son trot, il veut se mettre à galoper, mais les mains étonnantes supplient, ordonnent, apaisent. « Cher petit, ne galope pas, surtout ne galope pas. Là, c'est ça, là, c'est ça. » Émeraude vole comme une flèche le long du poteau, rompt le fil de contrôle sans même s'en apercevoir. Des cris, des rires, des applaudissements dévalent en cascade les tribunes. Les feuillets blancs des programmes, les ombrelles, les cannes, les chapeaux tourbillonnent, miroitent parmi les visages et les mains qui s'agitent. L'Anglais, avec douceur, abandonne les guides. « C'est fini. Merci, ami !» exprime ce mouvement pour Émeraude qui, contenant avec peine la force acquise de la course, se met au pas. À ce moment, le cheval Moreau ne fait seulement qu'approcher de son poteau, du côté opposé, de 7 secondes en retard. L'Anglais, soulevant avec peine ses jambes engourdies, saute pesamment à bas de son sulky, enlève le siège de velours, se dirige avec lui vers les balances. Les palefreniers accourus,
couvre d'une housse l'échine d'Émeraude et l'emmène, suivi du murmure de la foule, des sons de la cloche tintant au pavillon des juges. Une écume légère, jaunâtre, s'égoutte de la bouche du cheval sur le sol, sur les mains des palefreniers. Quelques minutes après, Émeraude, qu'on a déjà dételée, est amenée de nouveau au pied des tribunes. Un homme de haute taille, vêtu d'un long pardessus et d'un chapeau neuf miroitant, qui visite souvent Émeraude à l'écurie, lui flatte l'encolure, lui présente sur la paume un morceau de sucre. L'Anglais se tient là aussi parmi la foule. Il sourit, grimace, découvre ses longues dents. On enlève la housse du dos d'Émeraude. On le campe devant une caisse montée sur un trépied, couverte d'une étoffe noire, sous laquelle se dissimule, occupé on ne sait à quoi, un monsieur vêtu de gris. Mais les spectateurs se ruent hors des tribunes en une masse sombre qui s'égaye. Ils cernent de toutes parts le cheval, crient, agitent les bras, penchent l'un vers l'autre leurs visages empourprés, aux yeux étincelants. Ils sont mécontents de quelque chose, désignent les pieds, la tête, les flancs d'Émeraude, lui ébouriffent le poil sur le côté gauche de la croupe, à l'endroit où s'étale la marque, glapissent tous ensemble. « Cheval truqué, trotteur falsifié, supercherie, canaillerie, rendez l'argent !» Émeraude s'inquiète, secoue les oreilles. « Qu'ont-ils donc ?» pense-t-il surpris. « J'ai pourtant fait une bien belle course !» Instantanément, la figure de l'Anglais frappe ses regards. Toujours si calme d'habitude, ferme, légèrement moqueuse, la colère maintenant l'enflamme. Puis tout à coup d'une voix haute, gutturale, l'Anglais crie quelque chose, fait un geste rapide du bras. Le bruit sec d'un soufflet déchire le tapage général. 6. On ramena Émeraude à l'écurie. 3 heures après, on lui donna l'avoine, et le soir, quand on le fit boire auprès du puits, il vit derrière le mur s'élever le grand disque jaune de la lune, qui lui inspirait une sombre terreur. Alors commencèrent des jours tristes. Plus d'exercice, plus d'entraînement, plus de courses. Mais journellement, on l'emmenait dans la cour. Des inconnus en grand nombre l'examinaient, le tâtaient de toutes les manières, lui plongeaient les doigts dans la bouche, lui raclaient le poil à la pierre-ponce, sans cesser de s'invectiver entre eux. Certains soirs, tard, on le fit sortir de l'écurie. On le mena longtemps par de longues rues pavées, désertes, bordées de maisons aux fenêtres éclairées. Ensuite, ce fut la gare, le wagon sombre tout secoué, la fatigue, les jambes qui tremblent d'un trajet si prolongé, le sifflet des locomotives, le tintamarre des rails, l'odeur suffocante de la fumée, la triste lumière du falot brûlant. À une station, on le débarqua. Longtemps, longtemps, on le conduisit par un chemin inconnu au milieu de vastes champs dénudés par l'automne, pour l'amener enfin dans une écurie où on l'enferma à part, loin des autres chevaux. D'abord, il se rappelait les courses, son anglais, Vassili, Nazaire, Onegin, et les voyait souvent en songe. Mais avec le temps, il oublia tout cela. On le dérobait évidemment à quelqu'un. Tout son jeune, admirable corps languissait, se morfondait, se dégradait avec l'inaction. Constamment, il survenait des figures nouvelles qui, de nouveau, piétinaient autour d'Émeraude, le tâtaient, le tiraillaient, s'injuriaient avec colère. Parfois, d'aventure, Émeraude apercevait à travers la porte ouverte d'autres chevaux passant et courant en liberté. Alors, il criait vers eux son indignation, ses plaintes. Mais aussitôt, on fermait la porte, et de nouveau, le temps traînait dans la solitude, l'ennui. Le chef dans cette écurie était un homme toujours endormi, aux petits yeux noirs, aux fines moustaches noires, sur un visage gras. Bien qu'il parût indifférent au sort d'Émeraude, celui-ci éprouvait à son égard une inexplicable terreur. Or, un beau jour, de grand matin, alors que tous les palefreniers dormaient, cet homme entra doucement, sans le moindre bruit, et s'approcha d'Émeraude sur la pointe du pied, lui versa lui-même l'avoine dans la mangeoire, et se retira. Émeraude s'étonna un peu de la chose, puis, docile, se mit à manger. L'avoine était sucrée, légèrement amère, âcre au goût. « C'est étrange, » pensa Émeraude. « Jamais je n'ai goûté à pareille avoine. » Et tout à coup, il ressentit une légère douleur au ventre. Elle cessa pour revenir plus forte qu'auparavant, augmenta de minute en minute, devint intolérable. Émeraude gémit sourdement. Des roues de feu tournoyèrent devant ses yeux. Une faiblesse subite lui mit tout le corps en sueur. Ses jambes tremblèrent,
fléchir, il se sentit tout mou, s'effondra sur le sol. Il essaya encore de se relever, ne put se dresser que sur ses jambes de devant, retomba de nouveau sur le flanc. Un tintonnement se mit à tourbillonner dans sa tête. L'Anglais passait, découvrait ses longues dents chevalines. Onegin courait devant lui, dressait son jabot de chameau, hennissait avec bruit. Une force entraînait Émeraude dans une course impétueuse, sans merci, vers un abîme ténébreux et glacé. Il ne pouvait déjà plus se mouvoir. Des crampes lui crispèrent les jambes, le cou lui tordirent l'échine. Tout le cuir du cheval, secoué d'un tremblement menu, rapide, se couvrit d'une écume à l'odeur âcre et forte. La lumière jaune et tremblante du falot lui brûla une seconde les yeux, s'éteignit en même temps que sa vue. Son oreille perçut encore un brutal juron, mais il ne sentit plus qu'on heurtait son flanc du talon. Ensuite, tout disparut. Pour toujours. En famille. C'était, ma foi, il me semble souvent que c'était il y a 300 ans. Tant est longue la file d'événements, de personnes, de villes, de succès, de déboires, de joies et de chagrins qui me séparent de cette époque lointaine. J'habitais alors Kiev, tout à l'entrée du Podol, au bas de l'Alexandrovskaya Gorka, dans un hôtel meublé, à l'enseigne du port du Dniepr, que tenait un ancien cuisinier de paquebot congédié pour ivrognerie, et sa femme Anna Petrovna, hyène avide, méchante et rusée. Nous étions 6 pensionnaires, tous sans famille. Le plus ancien occupait la chambre numéro 1. Autrefois propriétaire d'un magasin de corsets et d'appareils orthopédiques, il avait mangé son fonds aux cartes. Un vague emploi lui permit de végéter quelque temps, mais la passion du jeu le dévoya complètement. Il menait maintenant une existence absurde et cauchemardesque. Dormant le jour, il se glissait la nuit venue dans les tripots clandestins qui foisonnent sur les quais du Dniepr, tout le long du port. Comme tous les joueurs pour qui le jeu est une passion et non un calcul, il se montrait affable, généreux et fataliste. Au numéro 3 logeait l'ingénieur Boutkovski. À l'en croire, il sortait de toutes les écoles. Eaux et forêts, mines, ponts et chaussées, polytechniques, sans compter je ne sais quel grand établissement étranger. Et vraiment, la variété de ses connaissances le faisait ressembler à un saucisson farci, ou à une valise bondée, dans la halte d'un départ, des frusques les plus hétéroclites et fermées à coups de genoux, mais qui, à peine ouverte, laisse échapper tout son contenu. Il discutait savamment et sans se faire prier, de pilotage, aviation, botanique, statistique, dendrologie, politique, paléontologie, astronomie, fortification, musique, aviculture, jardinage, reboisement et canalisation. Il faisait tous les mois une ribote de 3 jours. Il ne s'exprimait alors qu'en français et rédigeait en cette langue les laconiques demandes d'argent qu'il adressait à d'anciens collègues. Les 5 jours suivants, il cuvait son vin sous un plaid à carreaux bleus. C'étaient là toutes ses occupations, à part la composition de longues épîtres qu'il envoyait à toutes sortes de journaux sur toutes espèces de sujets. Dessèchement des marais de la Polyessie, découverte d'une étoile, forage de puits artésiens, etc., etc. Lorsqu'il lui tombait quelque argent, il intercalait les billets dans les feuilles des bouquins épars sur son étagère, se ménageant ainsi des surprises, et je l'entends encore me dire en grasseyant. « Mon cher, prenez, je vous prie, le tome 4 d'Élysée Reclus. Vous y trouverez entre les pages 200 et 300 les 5 roubles que je vous dois. » Complètement chauve, il portait une barbe blanche et des favoris gris en éventail. Je demeurais au numéro 8. Mon voisin du numéro 7, étudiant sage, joufflu, bègue et rasé, est aujourd'hui un procureur fort célèbre. Au numéro 6 gîtait un gros Allemand des provinces baltiques, Karl, conducteur des ponts et chaussées, atteint du tremblement spécial aux buveurs de bière. Enfin, le numéro 5 abritait mademoiselle Zoé, fille publique que notre logeuse estimait bien plus que nous tous pris ensemble. En effet, elle payait un loyer plus élevé et le réglait toujours d'avance. Aucun bruit ne s'élevait de sa chambre, car elle ne recevait,
et encore rarement, que des messieurs sérieux, âgés et tranquilles, et passaient la plupart de ces nuits au dehors, dans d'autres bouges. Nous nous connaissions tous, sans nous connaître. Nous nous empruntions les uns aux autres une pincée de thé, des aiguilles, du fil, de l'eau bouillante, des journaux, de l'encre, des enveloppes et du papier. Notre refuge comptait encore 3 autres chambres. Des couples de rencontres les occupaient à la nuit ou à l'heure. Nous ne nous formalisions pas. N'étions-nous pas habitués à tout? Le printemps arriva. Le brusque printemps méridional. Le Dniepr rompit et roula ses glaces et se déborda avec une telle fureur que la rive gauche, la basse rive tchernigovienne, fut inondée jusqu'à l'extrême horizon. Les nuits étaient chaudes et sombres, et de courtes mais fréquentes averses tombaient. La veille encore, les arbres bourgeonnaient à peine, et le lendemain, en s'éveillant, on était tout surpris de voir leur duvet gris muer en une éclatante parure d'un vert tendre. Et ce fut Pâques. Pâques est l'enchantement suprême de sa nuit de splendeur et d'allégresse. Ne sachant où aller me décarémer, j'errais solitaire par la ville, entrais dans les églises, regardais les processions et les illuminations, écoutais les cantiques et les carillons, admirais de délicieux visages d'enfants ou de femmes qu'éclairaient par en bas les flammes chaudes des cierges. Mon âme s'enivrait d'une douce mélancolie et évoquait sans amertume la sérénité et l'innocence de mon enfance. En rentrant chez moi, je me heurtai à notre garçon de chambre, Vaska, gamin déluré et malicieux. Nous échangeâmes le baiser pascal. Dans un large sourire qui lui fendit la bouche jusqu'aux oreilles et découvrit ses dents et ses gencives, Vaska me dit « La demoiselle du 5 vous prie de passer chez elle. » Je fus quelque peu surpris. Nous n'avions aucune relation avec cette demoiselle. « Elle vous a même envoyé un billet, » poursuivit Vaska. « Tenez, le voilà sur votre table. » C'était une feuille de papier réglé, arrachée à un cahier de notes. Je la pris, et sous la rubrique imprimée « Recettes », je déchiffrai ces quelques mots, d'une orthographe barbare. Très honoré numéro 8. Si vous êtes libre et que cela ne vous déplaise pas, je vous prie de venir réveillonner chez moi. Zoé Kramarenkov. Je résolus de demander conseil à l'ingénieur et frappai à sa porte. Planté devant sa glace, il s'obstinait à mettre en ordre à l'aide de ses 10 doigts sa barbe rude et négligée. Il était affublé d'une redingote luisante qui en avait vu de toutes les couleurs, et une cravate blanche encerclait son col usé et roussi sur les bords. Lui aussi avait reçu un billet d'invitation. Nous nous dirigeâmes de compagnie vers la chambre de Zoé. Confuse et rougissante, elle nous reçut sur le seuil. C'était le type banal de la prostituée russe. Des lèvres molles et tendres, signe de bonté et d'indécision, un nez en pomme de terre, et des yeux gris à fleur de tête dépourvus de cils. Mais son sourire familier, dénué d'artifice, si timide, si doux, si féminin, mit une grâce momentanée sur ce vulgaire visage. Nous trouvâmes chez elle le joueur et l'homme des ponts et chaussées. Sauf l'étudiant, tous les locataires habituels du port du Dniepr étaient là au complet. Sa chambre était bien telle que je me l'étais représentée. Sur la commode, des bonbonnières vides, des découpures en carton, de la poudre grasse et un fer à friser. Sur les murs, des photographies déteintes d'aides pharmaciens à menton glabre et cheveux crépus, de prétentieux acteurs vus de profil et de sous-lieutenants à mine terrible et sabres dégainés. Sur le lit, une montagne d'oreillers sous une couverture de tulle. Mais une nappe de papier blanc à bordure dentelée ornait la table, où s'étalait un jambon, des œufs, une paska, un kulitch et 2 bouteilles d'un vin mystérieux. Nous lui donnâmes le baiser de Pâques, baiser chaste et maniéré, joue contre joue, et nous mîmes à table. Nous composions, il faut l'avouer, un étrange et rare tableau. 4 malchanceux, fourbus, usés jusqu'aux cordes, 4 vieilles mazettes ne comptant pas moins de 200 ans à nous 4, hôtes d'une fille déjà mûre, d'une pauvre prostituée russe, l'être le plus infortuné, le plus sot, le plus naïf, le plus veule qui soit sur notre planète. Mais sa maladresse était si charmante, si engageante sa bienvenue, si délicate sa simplicité. « Prenez, disait-elle gracieusement en nous tendant des assiettes. « Prenez et mangez, je vous prie.
Numéro 6, vous préférez, je le sais, la bière. Vassiam me l'a dit. Vous en trouverez à côté de vous, sous la table. Mais à vous, messieurs, je verserai du vin. C'est un très bon vin, du vin de Ténérife, le vin préféré d'un armateur de mes amis. La vie n'avait pas de secret pour nous, et nous n'ignorions certes pas la provenance de ce festin pascal, bière et vin de Ténérife y compris. Mais cela ne nous émut guère. Zoé nous raconta ses impressions de la nuit. À la confrérie où elle avait assisté à la messe de minuit, elle avait pu, malgré la foule, occuper une bonne place. Le chœur académique avait divinement chanté, et les étudiants avaient à tour de rôle lu l'Évangile dans toutes les langues du monde, en français, en allemand, en grec et même en arabe. Et lors de la bénédiction des gâteaux de Pâques, la presse était devenue si forte que les fidèles avaient confondu leurs victuailles et s'étaient finalement chamaillés. Puis, Zoé devint pensive, poussa des soupirs et sa rêverie l'emporta vers son village, les jours de Semaine Sainte. Quelles jolies fleurs nous cueillions, toutes bleues, on les appelle des fleurs de Pâques. Ce sont les premières qui sortent de terre. Nous en faisions une infusion dont on teignait les œufs et cela leur donnait une ravissante couleur bleue. Et pour les teindre en jaune, nous enveloppions les œufs dans des pelures d'oignons et les jetions dans l'eau bouillante. Nous les colorions aussi en diverses nuances au moyen de chiffons trempés dans du vinaigre. Et pendant toute la semaine, nous nous promenions dans le village en cognant nos œufs les uns contre les autres, d'abord par le petit bout, puis par le gros, l'œuf brisé restant à qui l'avait cassé. Une fois, un gamin apporta de la ville un œuf de pierre et gagna ainsi tous les œufs. Mais quand on s'aperçut de la tricherie, nous les lui reprîmes, et quelle belle volée nous lui flanquâmes. Et puis chez nous, toute la semaine de Pâques, on se balance, dans la grande rue du village, sur la balançoire communale, et devant chaque porte, sur de petites escarpolettes, faites d'une planche et de 2 cordes. Pendant 8 jours, garçons et filles se trémoussent en chantant « Christos Voskres ». Ah, comme il fait bon chez nous! Nous l'écoutions en silence. La vie nous avait si longtemps, si cruellement martelé la tête qu'elle en avait, semblait-il, à jamais chassé tout souvenir d'enfance et de famille, toute réminiscence des Pâques d'autrefois. Cependant, aux premières lueurs de l'aurore, le rideau de calicot de la fenêtre avait pris une teinte azurée, qui peu à peu brunit, passa imperceptiblement au jaune et soudain se colora de rose sous la réverbération du soleil levant. « Vous n'avez pas peur de vous refroidir, messieurs » demanda Zoé. Elle s'approcha de la fenêtre, écarta le rideau et, ouvrant la croisée toute grande, s'accouda sur la barre d'appui. Nous nous rangeâmes derrière elle. C'était une belle aube de fête, claire et pure. On eût dit que quelqu'un avait, pendant la nuit, soigneusement lavé, essuyé et mis en place toutes les choses. Le ciel bleu, les blancs nuages floconneux et les hauts tilleuls frémissants de tout leur jeune, odorant et visqueux feuillage. À nos pieds, le Dniepr déroulait à l'infini ses eaux, bleues et courroucées près des berges, calmes et argentées dans les lointains. Les cloches de toutes les églises tintaient. Et soudain, involontairement, nous nous retournâmes. L'ingénieur pleurait. Le front appuyé sur le chambranle de la croisée qu'il serrait des 2 mains, il branlait la tête, le corps tout entier secoué de sanglots convulsifs. Dieu sait quel sentiment agitait son âme. Sa pauvre âme pantelante et endolorie de vieux traits de misère. De fortuites allusions m'avaient fait connaître des bribes de son passé. Mariage désastreux avec une gourgandine, détournement de fonds, coup de revolver sur l'amant de sa femme, nostalgie des enfants partis avec leur mère. Zoé gémit de pitié, étreignit l'ingénieur dont elle posa sur sa poitrine la tête chauve, rouge et couverte de bosses, et lentement, elle lui caressa les épaules et les joues. « Ah, mon pauvre chéri, disait-elle d'une voix chantante, je sais comme la vie vous est dure. Vous êtes tous comme des chiens abandonnés, vieillis et solitaires. Ce n'est rien. Prenez patience, mes amis. Vous verrez, la guigne passera, vos affaires s'arrangeront et tout ira bien. Ah, mon pauvre vieux. » L'ingénieur se remit à grand-peine. Il se redressa, les paupières collées, les yeux injectés et le nez enflé presque bleu. « Ah, diable, maudit nerf !» bougonna-t-il en se tournant vers le mur. Mais au son de sa voix,
je compris que de brûlantes larmes non versées lui desséchaient le nez et le gosier. 5 minutes plus tard, nous prîmes congé de Zoé et lui baisâmes respectueusement la main. L'ingénieur et moi partîmes les derniers et tombâmes dans le corridor sur l'étudiant qui rentrait. « Ah ah !» s'exclama celui-ci en souriant et en fronçant significativement les sourcils. « Voilà d'où vous sortez. Eh bien, mais alors, vous vous êtes décarémé ?» Son air gouailleur ne laissait aucun doute sur l'intention grivoise de sa demande. Mais l'ingénieur le toisa lentement, majestueusement, depuis les bottes jusqu'à la casquette, et, après une longue pause, laissa tomber par-dessus l'épaule, sur un ton d'intraduisible mépris, « Avorton !» Paisible existence. Ivan Vianoritch Nassietkin ajusta ses antiques lunettes à monture d'argent. Puis, remuant d'un air significatif ses épais sourcils de vieillard irritable, la tête penchée de côté, une moue légère à ses lèvres rasées, il se mit à écrire une lettre au recteur de l'académie. Il avait une écriture arrondie, aux traits égaux, jolie, impersonnelle, une écriture de commis d'état-major. Les lettres, les mots s'attachaient les uns aux autres, tels les anneaux réguliers de chaînes d'inégale longueur. Ancien pédagogue, comptant 35 ans de loyaux services dans ce qu'on peut appeler sans crainte la carrière sacrée de l'éducation et de l'instruction de la jeunesse russe, carrière de capitale importance pour le trône et la patrie. Tout en gardant l'anonymat, et bien que je signe modestement un homme de bon sens, je crois de mon devoir de renseigner votre Excellence sur un inspecteur des nombreux établissements confiés à votre sage tutelle. Il s'agit du sieur Opimakov, inspecteur de l'école communale de Virvinsk, à propos duquel je me permets de poser respectueusement la question que voici. La haute fonction de pédagogue, la confiance que lui témoignent ses chefs et la société sont-elles compatibles avec la conduite d'un personnage qui vit impudiquement, au vu et au su de tout le monde, au mépris des lois existantes, en concubinage avec une demoiselle, laquelle ne fréquente pas les temples du Seigneur, et, comme par dérision pour les sentiments chrétiens du public, se promène en fumant des cigarettes, les cheveux courts comme un diacre. En second lieu, après la virgule, Ivan Vianoritch posa soigneusement la plume sur le bord de l'encrier de cristal et s'appuya au dossier de sa chaise. Par-dessus ses lunettes, son regard caressant allait des fenêtres aux rideaux de tulle à l'icône dans l'encoignure, doucement éclairée par une veilleuse rose. Il se reportait sur le vieux mobilier en reps vert, acheté d'occasion mais solide, puis sur le parquet bien ciré, sur le tapis moelleux, assemblage de morceaux bariolés, œuvre d'Ivan Vianoritch. Que de fois il était arrivé à Nassietkin, au milieu d'une conversation d'affaires, après une méditation, en s'arrêtant d'écrire, d'éprouver soudain un renouvellement de joie sereine. Il croyait avoir oublié pour un temps et se rappelait tout à coup sa paisible vieillesse digne, respectée de tous, sa maisonnette avec une aile pour les locataires, fruit de 35 ans d'âpre économie, la pension qui récompensait son labeur, les 5000 roubles confiés à des mains sûres, en deuxième hypothèque, ces 5 autres 1000 placés pour le moment à la banque. Enfin, tout le confort et les douceurs qu'il aurait pu se permettre, mais ne se permettait jamais, car il était raisonnable. Et maintenant, ces pensées qu'il retrouvait en lui amenaient un bon sourire sur les lèvres ridées, légèrement affaissées du vieillard. Le cabinet sentait le géranium, la fumigation à la menthe et un peu de naphtaline. À la fenêtre de droite, un canari se prélassait dans une cage. Quand Ivan Vianoritch fixait sur lui son regard vague, l'oiseau s'empressait de sauter sur les bâtonnets en frappant des pattes. Nassietkin siffla doucement. Longtemps. Le canari remua sa jolie tête à houppe, l'inclina, pépia comme s'il l'interrogeait. « Ah, le petit piailleur !» fit malicieusement Ivan Vianoritch qui reprit la plume après un soupir. « En second lieu, écrivait-il en chuchotant les mots, en second lieu, le dit Opimakov se permet de négliger les principes du ministère de l'Instruction publique et d'autres prescriptions administratives. Il incite les jeunes professeurs, ses subordonnés, à élargir le programme. SIC, c'est-à-dire, en réalité, à inculquer aux jeunes âmes confiantes des idées fausses, funestes,
tendant à détruire les bonnes mœurs, à exciter les passions politiques, à ruiner le prestige de l'autorité, et au fond, au plus abject matérialisme. Ainsi, le sus nommé Miron Stepanovitch Opimakov estime nécessaire de faire aux élèves des conférences. Nassietkin souligna ce mot de 2 traits épais, tandis que sa bouche se crispait sarcastiquement, sur l'origine de l'homme qui proviendrait d'un mollusque microscopique. De son côté, le professeur de géographie Sidorchuk leur fait part, on ne sait pourquoi, de ses connaissances entachées d'ignorance sur la statistique et l'économie politique. Après cela, il n'est pas étonnant que les élèves de l'école communale de Virvinsk, instruits par des maîtres aussi distingués, se distinguent par leur turbulence et leur perversité. Par exemple, ces jours-ci, le père Michel Traboukine, archiprêtre de la cathédrale, pasteur révéré de tous et qui mène une vie sainte, a vu briser à coups de pierre 2 carreaux de sa serre. Lorsqu'il rencontre des gens plus âgés, respectés dans la ville, ayant même le grand honneur d'appartenir depuis 35 ans à l'instruction publique, au lieu de se découvrir, il les regarde droit dans les yeux en riant insolemment. Il y a bien d'autres choses que je suis prêt à décrire en détail à votre Excellence. Nota bene, ainsi que les mœurs florissant dans d'autres établissements, si je reçois une réponse à cette lettre, poste restante, au porteur du billet de 3 roubles numéro 070911. J'ai l'honneur de présenter mes humbles respects à votre Excellence. Un homme de bon sens. Le dernier point mis, Nassietkin dit tout haut. C'est comme ça, monsieur Opimakov. Fatigué, il se leva, prêt à s'étirer voluptueusement. Mais, se rappelant que durant le carême c'était un péché, il se retint. Il se frotta seulement les mains l'une contre l'autre, puis il se rassit et ouvrit un vieux carnet dont un fréquent usage avait jauni le bas des pages. Après des listes de linge empesées, des adresses, des fêtes à souhaiter, les états des recettes et des dépenses, venaient les notes aide-mémoire, écrites à la hâte, avec des abréviations, mais de la même belle écriture de copiste. Kouziaïev a donné à entendre qu'il manquait de l'argent à la caisse du trésorier municipal. Vérifier et informer la Cour des comptes. Nota bene, on dit que Kouz est correspondant d'un journal, s'en informer. Le prêtre du district de Bemelniki, Zlatodeyev, le père Nicodème, s'est enivré à Noël, a dansé et perdu sa croix. Porté à la connaissance de sa grandeur, exécuté, mandé pour explication, 21 février. Ne pas oublier le premier sergent Platonitch avec la bonne. Le professeur Opimakov, concubinage, conférence, etc. Sidorchuk, irrévérence, au recteur de l'académie. Arrivé à cette note, Ivan Bianorich trempa la plume et écrivit en marge. Communiqué. Dans ce carnet étaient consignés tous les scandales, toutes les intrigues amoureuses, tous les commérages de la petite ville endormie et mesquine. On y mentionnait brièvement les maîtres et les serviteurs, les fonctionnaires et les négociants, les officiers et les prêtres, les fautes professionnelles, la cour faite par un tel à une telle, avec indication approximative des heures de rendez-vous, les paroles imprudentes prononcées au club, l'ivresse, les parties de cartes, enfin jusqu'au prix des jupes des dames dont les maris ou les amants vivaient au-dessus de leurs ressources. Ivan Bianorich parcourut rapidement ses notes. Un mot, parfois un signe mystérieux placé en marge, suffisait pour lui rappeler leur contenu. « Vous y passerez tous, mes bons amis !» chuchota-t-il, en tordant la bouche par habitude sénile. Le séminariste Eladov... Attendez un peu, monsieur le séminariste libéral. Rix chez Kartchenko. Tchourmer a triché au jeu. C'est encore trop tôt. Mais n'ayez aucune crainte. Votre tour viendra. Chacun aura son compte. Vous vous dites comme ça, ni vu ni connu. Non, mes amis. Des yeux vigilants suivent vos iniquités. Rien ne leur échappe. La femme de l'arpenteur. Ha ha! Venez donc en pleine lumière, beauté ravissante, mais frivole. En haut de la page, il y avait ces 2 lignes. La femme de l'arpenteur, Zoé Nikita, et le capitaine Berangovitch. L'arpenteur est une chiffe. Mieux vaut prévenir la femme du capitaine. Ivan Bianorich se rapprocha de la table, rajusta ses lunettes,
croisa sa robe de chambre ouatée à ramages jaunes en forme de point d'interrogation, et commença une nouvelle lettre. Il écrivait tout de go, sans presque combiner ses phrases. Dans la longue pratique des lettres anonymes, il s'était forgé un style spécial, ou plutôt divers styles, car les missives aux autorités exigeaient d'autres tournures que celles aux maris trompés. Un style emphatique impressionnait les marchands. Les ecclésiastiques aimaient les citations des saints-pères. Très honorée Madame Berengovitch. Madame. N'ayant pas le plaisir de vous connaître de près, je crains que ma lettre ne vous paraisse une incivilité. Mais l'amour de l'ordre et du prochain m'ordonne de manquer aux convenances, plutôt que de taire ce qui est depuis longtemps la risée de la ville, et que vous êtes la dernière à apprendre, comme il arrive, hélas, aux victimes de la trahison. Oui, malheureuse, ton mari, indigne de sa haute mission de défenseur de la patrie, te trompe de la façon la plus scandaleuse avec celle que tu as réchauffée sur ton sein, tel le paysan dans la fameuse fable du grand Krylov. Tâchez donc de savoir quand un certain arpenteur de votre connaissance doit partir en tournée dans le district. Le même soir, vers 9 heures, faites à la charmante Zoé une visite qui la surprendra d'autant plus agréablement qu'elle sera plus inattendue. Je vous garantis qu'il n'y aura aucun empêchement. Votre époux, monsieur le capitaine, ne sera sûrement pas chez lui ce soir-là. On l'aura appelé au régiment pour affaires de service ou encore au chevet d'un camarade malade. Afin de réjouir encore davantage la délicieuse Zoé, je vous recommande de passer par l'escalier de service, et le plus rapidement possible. Si vous rencontrez la femme de chambre, rappelez-vous qu'elle s'appelle Arisha, et qu'un rouble produit toujours un effet magique. Un coup de cloche retentit, bas et solitaire, et vint mourir dans la pièce. Ivan Vianovitch se leva, se signa, ferma un instant les yeux, mais il se rassit aussitôt et continua d'écrire, un peu plus vite qu'auparavant. Je ne vous conseillerais pas de vous adresser à l'arpenteur. Cet individu se moque bien, paraît-il, de ce que sa femme, pareille à la Messaline antique, soit perdue de réputation, non seulement dans le district, mais dans toute la province. Mais je sais que vous êtes une dame aux solides principes, qui ne vous permettent pas de supporter votre honte avec indifférence. Excusez-moi de ne pas vous révéler mon nom pour certains motifs, et veuillez croire à ma profonde sympathie. Quelqu'un qui vous veut du bien. Par la porte entr'ouverte s'insinua d'abord le coude osseux puis la tête d'une vieille cuisinière. « Monsieur, on sonne pour les complis. »« J'entends, Tecle. Je ne suis pas sourd. » répartit Nassietkin en se hâtant de coller l'enveloppe. « Donne-moi ma vieille redingote et ma pelisse. »« Laquelle? Celle en sconx? »« Non, l'autre, à capuchon. » Avant de sortir, Nassietkin, selon son habitude, pria devant l'icône. « Seigneur, pardonne-moi, pauvre pécheur, » murmura-t-il. Il remuait avec attendrissement sa tête penchée de côté, appuyait les doigts sur le front, la poitrine, les épaules. En même temps, par une longue habitude de tout faire avec calme et réflexion, il se rappelait mentalement. Les lettres sont dans la pelisse, dans la poche de côté. Ne pas oublier de les mettre à la boîte. Sur la ville planait, mélancolique et prolongée, la sonnerie de carême. Chantait, lugubre et grave, à longs intervalles, le bourdon de la cathédrale. Et, après chaque coup, les ondes vibrantes se propageaient longtemps et fondaient dans l'air. D'autres cloches lui donnaient la réplique. Celle de Saint-Nicétas, fendue, rendant un son rauque, semblable à la basse d'un archiprêtre enrhumé. Celle de Saint-Nicolas des Champs répondait par un sanglot sourd, bref, grêle, tandis qu'au couvent des femmes, par-delà la rivière, la fameuse cloche d'argent gémissait et pleurait dans une note haute, cristalline, chantante. L'hiver touchait à sa fin. La large rue, sillonnée d'ornières humides, noirâtres, était passée de blanche à jaune sale. Il y avait de l'eau dans les profondes excavations creusées par les camions, et dans le jardinet, devant la maison de Nassietkin, une couche grise recouvrait le grand tas de neige affaissé, friable, spongieux. L'humidité avait détrempé les palissades. Dans le square, sur les arbres, là où parmi les cimes dénudées apparaissaient les nids vides,
les choucas ne cessaient de se démener. Ils s'envolaient pour revenir aussitôt, se balançaient sur les rameaux, battaient gauchement des ailes, se laissaient tomber comme des boules noires. Et tout cela, l'agitation des oiseaux, la neige poreuse, la sonnerie lugubre des cloches, l'odeur de la terre qui dégelait, tout parlait du renouveau. Tout était plein du charme printanier, inexplicable, mélancolique et doux. Ivan Mianoritch cheminait sur le trottoir en bois, en faisant résonner ses gros socs de cuir. Rue de la Noblesse, il fut devancé par une dizaine de collégiens, qui marchaient deux par deux, riaient aux éclats, se poussaient dans la neige. Derrière eux venait un jeune professeur long et mince, lunettes bleues, barbiche noire, cigarette aux lèvres. En passant à côté de Nassietkin, le professeur le regarda en face, de ce regard franc, amical, qu'ont au printemps les tout jeunes gens. « Cela s'appelle aller à l'église, et encore en de tels jours », songeait Ivan Mianoritch avec une réprobation attristée. « Et c'est là un pédagogue. L'air dissolu, la cigarette au bec. Je crois qu'il s'appelle Dobrosiernov. Un joli monsieur, ma foi. J'aurai l'œil sur lui. » On ne constatait pas autour de l'église de brouhaha l'effervescence habituelle. Des formes sombres gravissaient les larges degrés du parvis. Les fidèles marchaient d'un pas timide. On les eût dit épuisés, accablés sous le poids de leurs péchés. Ils se cédaient le pas, s'écartaient, attendaient leur tour. L'intérieur de la cathédrale était mystérieusement enténébré, ce qui faisait paraître bleues les étroites fenêtres ogivales, tandis que la coupole se perdait dans l'espace. 5 ou 6 cierges brûlaient devant l'iconostase, laissant dans l'ombre les faces antiques. Seul un vague reflet se jouait sur les revêtements et l'extrémité des nimbes dorées. Cela sentait l'encens, la cire brûlée, et aussi cette humidité glaciale particulière au vieux temple, et qui fait toujours songer à la mort. Il y avait beaucoup de monde, mais pas d'encombrement. Les gens parlaient d'une voix basse, quasi apeurée. Les toux se faisaient discrètes. Chaque son se répercutait, amplifié, sous les immenses voûtes de pierre. Dans le bas-côté gauche, le jeune grentier Bradigine psalmodiait les heures, d'une voix étranglée, comme si un crouton de pain noir lui restait en travers de la gorge. Faisant parade de son talent de lecteur, il déclamait le texte jusqu'au bout de son souffle, agglomérait tous les mots, des propositions entières, même de nouvelles lignes, en une centaine de syllabes incompréhensibles. Parfois il s'arrêtait un instant pour reprendre haleine, et prononçait en traînant le premier mot de la phrase suivante, avec un redoublement théâtral des consonnes. Alors seulement, comme s'il avait acquis l'amplitude nécessaire, il bredouillait une suite de sons inintelligibles. Ivan Mianoritch s'approcha du comptoir des cierges. Le marguillier, beau vieillard corpulent, dont les cheveux gris au désordre pittoresque avaient un reflet argenté, faisait résonner dans le grand silence les pièces de cuivre en les rangeant par piles. « Mikhaïl Mikhaïlitch » dit Nassietkin en lui tendant la main par-dessus le comptoir. « Ah, Ivan Mianoritch » répondit le marguillier d'une voix de basse caressante, assourdie. « Comment va? Je désirerais te parler » ajouta-t-il en se cachant avec la main de la lumière, pour mieux distinguer dans l'obscurité le visage de Nassietkin. « Compère, tu m'attendras un instant après Compli. Entendu? »« Pourquoi pas? J'attendrai. » Foulant gravement de ses socs les dalles de pierre, Ivan Mianoritch gagna sa place habituelle, dans le bas-côté droit, sous l'image de tous les saints, place qu'il occupait depuis 9 ans par droit d'ancienneté. Là se tenait, les mains croisées sur le ventre et poussant de profonds soupirs, un grand moudjik barbu, dont le blanc touloupe sentait le suin et l'aigre. D'un air sévère, les lèvres pincées, Ivan Mianoritch effleura sa manche. « Que signifie ce sans-gêne, mon cher? Tu ne crains pas de prendre la place d'un autre ?» dit-il d'un ton rude. Le moudjik s'inclina très bas, s'écarta avec soumission. « Pardon, mon bon monsieur, pardon, pour l'amour du Christ. »« Que Dieu te pardonne, » rétorqua le vieillard. La lueur jaunâtre d'un cierge se communiqua timidement à d'autres. Des langues de feu surgirent peu à peu de l'obscurité, et la maîtrise, jusqu'alors invisible, mit une note de gaieté parmi les ténèbres lugubres de l'église. Les visages des soprani, éclairés par en dessous, des points brillants aux yeux, les contours des joues à peine dessinés devinrent pareils aux faces des chérubins de Murillo, qui chantent au pied de la Vierge,
en déployant des rouleaux de musique. Par-dessous les moustaches de ceux qui se tenaient derrière, des dents blanches étincelaient. Les basses s'éclaircissaient la voix, rugissaient du fond du cœur, tels des monstres débonnaires. Le son grêle et bourdonnant du diapason se propagea. Le maître de chapelle, petit homme chauve, replet, en longue redingote, plus large de dos que d'épaules, donna le ton d'une voix frêle, soigneusement, comme s'il communiquait au cœur quelque tendre mystère. La foule s'agita, soupira, se calma. Devançant les chanteurs, Nasyetkin murmura avec ferveur le premier verset du cantique. « Sois mon guide et mon protecteur dans la voie du salut !» Harmonieux et triste, les sons déferlaient de la maîtrise. Mais avant d'atteindre l'immensité de la coupole, ils se répercutaient aux voûtes de pierre, et l'on aurait dit, de prime abord, que plusieurs chœurs chantaient à tous les coins du sombre édifice. Le premier vicaire de la cathédrale, le père Eugène, apparut à l'autel, clignant vers la foule des yeux bleus et myopes. C'était un petit vieillard propret, ressemblant de visage à saint Nicolas, tel qu'on le peint sur les images. Il portait une simple étole noire par-dessus la soutane, et cette simplicité du costume sacerdotal, la démarche faible, épuisée du prêtre, ses yeux clignotants s'harmonisaient d'une façon touchante avec les sentiments de pénitence des fidèles, avec le silence et l'obscurité du lieu. Les chanteurs se turent, et à leur suite, l'un après l'autre, les chœurs invisibles dans les coins de la coupole. D'une voix basse, légèrement tremblante, suppliante, qui contrastait par son naturel avec la déclamation habituelle à l'église, le prêtre prononça les premières paroles du grand canon. « Par où commencerai-je à pleurer les actes de mon existence perverse? Quel sera maintenant, ô Christ, le début de ma lamentation? Aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié, sanglota le chœur. Le début de ma lamentation, répéta mentalement Ivan Bianorich, qui sentit un frisson lui glacer le dos. Quelle parole! Son imagination lui dépeignit soudain un ascète courbé sous le poids des ans. Le voilà revenu dans sa misérable cellule, tard le soir, après un service accablant, se tenant à peine sur ses pieds malades, apportant dans les plis de son vêtement, orné des emblèmes de la mort, l'odeur de l'encens et de la cire. Silence, demi-obscurité, le lumignon vacille devant les sombres images. Sur le plancher, en guise de lit, un cercueil ouvert. Avec un gémissement de douleur, le moine se met sur ses genoux meurtris. Il a en perspective toute une nuit de prières, de soupirs passionnés, de sanglots amers et doux, qui secoueront son corps débile. Et, pressentant l'approche des larmes bienheureuses, le cénobite repasse en esprit toute sa vie innocente, baignée de pleurs quotidiens, attend l'inspiration divine. Par où commencerai-je à pleurer? En vérité, je me retirerai dans un monastère, décida soudain Ivan Bianorich ému. Que m'importent les soucis du monde? J'ai souillé la pureté de mon corps créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui, je m'y retirerai sans plus attendre. Là-bas règne la paix, la noblesse, l'humilité, tandis qu'ici, Seigneur, ce ne sont que haine réciproque, calomnie, intrigue. À vrai dire, pour ma faible part, je travaille au bien commun. Quand il le faut, je mets en garde, j'avertis, j'ouvre les yeux, je ramène sur la bonne voie. Mais il faut songer à soi. La mort n'attend pas. Il faut se préoccuper de son âme. Près de Nasyetkin, on entendit le froufrou d'une robe de soie. Une dame de haute stature, simplement vêtue de noir, s'avança jusqu'au chœur et prit place dans une niche profonde, se confondant avec son obscurité. Mais Ivan Bianorich avait eu le temps d'entrevoir son charmant visage, ses grands yeux tristes sous de fins sourcils. Toute la ville, et Ivan Bianorich plus que les autres, connaissaient l'histoire tragique de cette femme. Ses parents, petits commerçants, l'avaient mariée à un négociant de bois millionnaire, Sterbatchev, un veuf de 40 ans plus âgé qu'elle, qui passait pour avoir fait périr sous les coups ses 2 premières femmes. Bien qu'approchant de la soixantaine, Sterbatchev était encore si robuste que durant ses orgies, il brisait à coups de poing les tables de marbre des restaurants et arrachait seul un réverbère. Une fois qu'il était parti au loin, pour affaires, il revint inopinément et surprit sa femme avec un commis beau garçon. On disait qu'il avait été prévenu par une lettre anonyme. Sans toucher le commis,
il lui ordonna de gagner à quatre pattes le vestibule à travers toutes les pièces. Puis il assouvit sur sa femme la férocité de son âme abjecte. Après l'avoir terrassée à coups de poing et meurtrie jusqu'à n'en plus pouvoir avec ses énormes souliers ferrés, il appela les domestiques mâles, ordonna de la déshabiller complètement et, en se relayant avec le cocher, flagella son corps magnifique jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'une plaie. 2 ans avaient passé depuis lors. La robuste constitution de la jeune femme résista miraculeusement à cette torture, mais son âme brisée devint servile. Elle renonça au monde. Elle n'allait nulle part, ne recevait personne, faisait seulement de rares apparitions à l'église, provoquant un murmure de curiosité parmi les cancaniers de la petite ville. Depuis la nuit terrible, Sterbatchev, prétendait-on, n'adressait plus la parole à sa femme. Quand il s'absentait, il l'enfermait à clé, ordonnant au portier de coucher au seuil de sa chambre. Dieu a tout disposé à l'avance, songeait Nassietkin avec une joie maligne, en lorgnant la niche où se profilait la haute silhouette féminine. S'il ne s'était pas trouvé à temps des gens de bien, maintenant encore, au lieu de prier et de te repentir, tu te galvauderais en joyeuse compagnie. Mieux vaut te conduire en chrétienne. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. C'est cela, prie ma bonne. La prière adoucit le cœur et détourne du mal. Et moi aussi, Dieu de miséricorde, je t'offre les larmes de la pécheresse, proférait le petit prêtre d'une voix douce, sénile. Seigneur, aie pitié de moi, lui répondit le cœur dans un profond gémissement de contrition. Les épaules de madame Sterbatchev se mirent à trembler. Elle se couvrit le visage de ses mains, tomba à genoux. Et moi aussi, Seigneur, et moi aussi, je t'offre les larmes de la pécheresse, songeait Ivan Bianovitch avec un sentiment d'humiliation volontaire. Mais cette humilité ne lui déplaisait pas. Au fond du cœur, il savait bien que sa vie était pure, irréprochable, qu'il avait loyalement servi sa patrie durant 35 ans, qu'il observait rigoureusement ses jeûnes et dénonçait l'iniquité. Sans oser formuler ses pensées orgueilleuses, et tout en feignant de croire qu'il ne les avait pas dans le cœur, il s'attendait avec fierté à trouver au paradis, préparé à son intention, une place confortable dans le genre de celle que ses mérites et la considération générale lui avaient valu à l'Église sous l'image de tous les saints. Il avait envie de pleurer. Les larmes lui piquaient les yeux, mais ne venaient pas. Alors, fixant un cierge, il se mit à contracter la gorge, comme pour bâiller, à respirer précipitamment, et enfin elles coulèrent toutes seules, des larmes abondantes, bienheureuses, rafraîchissantes. L'office était terminé. La foule s'écoulait en silence. Remuant avec peine ses pieds rhumatisants, le père Eugène quitta le chœur, en adressant un signe de tête amical à Nassietkin, qu'il avait reconnu. Madame Sterbatchev passa. Sa démarche timide contrastait avec ses formes opulentes. Ivan Bianovitch sortit le dernier en compagnie du marguillier. « Le père Eugène chante les complis d'une façon bien édifiante, dit celui-ci en descendant les degrés. Il vous transperce l'âme. »« C'est vrai, acquiesça Nassietkin. »« De quelle affaire voulais-tu me parler, Mikhaïl Mikhaïlitch ?»« Voici, compère. As-tu de l'argent disponible ?»« De l'argent ? Ne t'emballe pas. Réponds à ma question. »« Il en faut beaucoup ? » ?»« Une bagatelle. 3. Disons 4000 roubles. »« Eh bien, je les ai, proféra Ivan Bianovitch défiant. »« Explique-toi. Pour qui est-ce ?»« Que de façon ! Alors, tu n'as pas confiance en moi ? Du moment que j'en parle, c'est une affaire sûre. Je ne me serais pas adressé à toi si j'avais eu de l'argent liquide. Il faut tirer d'affaire à Prianine. Il a des paiements à effectuer et ses traites ne rentrent pas. »« Ah ah !» proféra Nassietkin pensif. « À quel taux ?» Mikhaïl Mikhaïlitch renifla, lui donna une tape amicale. « Ah, le malin singe ! Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. En voilà assez. 20% pour 6 mois. Ça te suffit ? Eh bien, il n'y a pas à tortiller. Au revoir. Je vais à droite. Passe demain matin, nous causerons. »« C'est entendu, je viendrai, » soupira Ivan Bianovitch. « Au revoir, Mikhaïl Mikhaïlitch. »« Mes hommages, Ivan Bianovitch. » Ils se séparèrent. Faisant résonner ses socs sur les trottoirs de bois, Nassietkin ne cessait de soupirer, l'air contrit.
mais satisfait dans son fort intérieur. Sa pelisse était encore imprégnée de l'atmosphère de l'église. Son dos ressentait une douce fatigue après la longue station debout. Il avait à l'âme la même lassitude paisible, heureuse. La petite ville dormait déjà. Personne dans les rues. Dans le voisinage, derrière une palissade, un chien aboyait paresseusement, ne sachant que faire. Le clair crépuscule d'avril s'obscurcissait. Au couchant, le ciel était d'un vert tendre et sur les rameaux dénudés, on sentait le ton vert sombre du printemps. La maison de Nassietkin apparut au loin. Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur, mais les rideaux de tulle rosissaient sous le reflet de la veilleuse. « Et moi aussi, Seigneur, je t'offre les larmes de la pécheresse !» songea de nouveau Ivan Vianovitch attendri. « Nigo !» s'interrompit-il soudain. « J'ai oublié la boîte aux lettres. » Il revint sur ses pas. En entendant les lettres heurter le fond en fer de la boîte, il croisa encore plus étroitement sa chaude pelisse et poursuivit son chemin. Afin de revenir aux précédentes réflexions agréables sur sa maison, sur les intérêts, la douceur de prier, les péchés des autres et sa propre innocence, il murmura encore une fois avec émotion, en hochant la tête. « Moi aussi, Seigneur, je t'offre les larmes de la pécheresse. » Martyr de la mode. Comment? Vous dites que des circonstances sont nécessaires? Mais d'après vous, le skating rink n'en est-il pas une? Permettez, respectabilissime. Nous ne parlons pas de la même chose. La loi indique clairement les 5 circonstances qui entraînent le divorce. Premier article, absence de l'un des époux. Cela ne vous concerne apparemment pas. Tout à fait exact. Depuis le jour de notre mariage, ma femme et moi ne nous sommes jamais séparés. Bien, continuons. Incapacité d'union nuptiale de l'un des époux. Où va-t-on? 4 enfants, 3 garçons et une fille. Je dirais que ce sont de merveilleux mioches. C'est plaisant. Maintenant, la folie, une maladie contagieuse, la mort politique. Non, tout va très bien. En dernier lieu, il est évident que l'adultère d'une des parties est démontré. Est-ce votre cas? Nullement. Nous vivons comme tout un chacun. Bon, tout cela, ce sont des bêtises. L'important, c'est le skating rink. Excusez-moi, je ne comprends pas. Je le vois bien moi-même que vous ne comprenez pas. Seulement, ne m'interrompez pas. Une chose après l'autre. Sinon, vous me troublerez complètement avec vos subtilités juridiques. Je suis tout oui. Eh bien voilà. Par quoi commencer? Je suis marié, voyez-vous, depuis 15 ans. J'ai une fortune pas très importante, mais que l'on peut dire rondelette. Je dirige de grosses affaires de coton, de pétrole et de charbon. Mes bateaux à vapeur voguent sur la Volga. Je suis membre du conseil d'administration de 2 banques, etc. On peut vivre. J'ai un petit bien en Crimée et aussi 1500 dessiatines dans le gouvernement de Penza. Je ne me plains pas des affaires. Dieu n'a pas à être courroucé. En quoi est-ce mieux? Dieu donne à tous. Et je n'ai pas à rougir de ma famille. Les enfants? Oh là! Il n'y a rien à redire. Ils poussent joyeux, fermes comme des pommes. Ma femme est une beauté de première classe, adjointe aux affaires, merveilleuse mère, parfaite épouse, ayant d'honnêtes principes. Admirable! Mais, si vous permettez, quel diable vous a fait penser au divorce? Attendez donc, attendez. Ma femme en est précisément la cause. Comprenez, prêtez-moi l'oreille. Sa faiblesse, aïe, quelle pitié! N'est-ce pas héréditaire? Excusez-moi, de quoi parlez-vous? Précisément de cette malheureuse faiblesse, dipsomanie? Fi, mon Dieu, ne dites pas des choses pareilles. Il n'en est rien. Voyez-vous, j'ai une élégante chez moi. Il ne s'agit pas seulement de faiblesse, je dirais carrément qu'il s'agit de maladie. Si vous saviez seulement ce qu'à moi, grand martyr, elle a fait endurer... Non, je vous remercie, je n'ai pas besoin d'eau. Excusez, moi-même je comprends le spectacle que je donne en pleurant comme un hippopotame. Je me remets de suite.
Bon, voilà, ça y est. Encore une fois, je vous demande pardon. Et si simplement elle se faisait belle, qu'elle montre de la bienveillance à volonté, et le défunt Vorth, et Redfern, et Paquin, tous lui sont dévoués. J'en serais même flatté. Dans nos affaires, l'épouse est l'enseigne du mari. Mais non, elle a, voyez-vous, une prétention spéciale à l'élégance, à des desseins pour ainsi dire ambitieux. Elle a envie coûte que coûte d'avoir un salon, et avec cela à la mode. Comprenez-vous, telle Madame Récamier. Seigneur, que n'avons-nous pas fait pendant nos 15 ans de vie conjugale? Nous avons eu un salon de Narodnix, un salon révolutionnaire, un salon social-démocrate, un salon de cadets, un salon aristocratique, un salon national et un salon décadent. Mon Dieu, je ne me souviens pas de tout. Dans une certaine mesure, c'était au temps où chez nous une chaussure de paysan tressée en tille de bouleau, véritable emblème, était suspendue dans le coin rouge. Une fois, dans une autre période, je glisse ma main sous le lit. Et, diable, comme c'est lourd! Il se trouve que je tire une bombe. Je me souviens aussi que sont venus chez nous des jeunes gens en Kosovorodska et bottes graissées. Ils ont mangé une quantité épouvantable de petits pains avec des saucisses cuites à l'eau, ont bu des dizaines de samovars de thé, selon le style qu'elle avait établi. Et tels des enragés, ils criaient des phrases tournées de telle façon que je n'y entendais goutte. Puis soudain, sont apparus des smokings, des fleurs à la boutonnière, des nuques de propriétaires fonciers, des croupes, pommes d'Adam et ventres nobles, d'agréables barytons à la voix enrouée. Mais le salon, c'est peu. Mon épouse exigea de suivre la mode en toutes choses. Le saucisson de thé, c'est le thé avec du saucisson. Mais pour ma femme, il faut la broderie du modèle parisien le plus nouveau. Et pour moi, le dernier cri du chic anglais. Une bombe sous le lit. Mais malgré tout, nous devions nous livrer au sport à la mode. Contradiction? Absurdité? Je suis de cet avis. Mais à quelle bêtise ne va-t-on pas se risquer lorsque l'on aime? Je vous le demande. Oui. Et j'obéissais. Je ronchonnais, je soupirais, je geignais. Mais j'obéissais. D'âge mûr et avec mon ventre, comme vous voyez, tout en sueur, habillé comme un petit garçon en chemise de flanelle avec une large ceinture, je sautais, traversais en galopant le court de tennis et criais comme un fou. Out! In! Adventure! J'ai pratiqué la lutte française et m'en suis allé tout couvert de bleu, tel une pie. J'ai pratiqué l'escrime, joué au football, monté à cheval, alors qu'un vint bien construit à 1/2 copec l'affiche est mon plus grand plaisir dans mes minutes de liberté. Vous pensez que je ne me suis pas révolté? Je me suis révolté. Et une fois même, très sérieusement. C'était à l'époque de notre décadence. Quelques tableaux idiots apparurent sur nos murs. Représentez-vous une omelette étalée sur laquelle on a versé 1 livre de confiture de framboise. C'est élégie en do majeur. Quel mobilier! 4 macaronis verticaux, sur eux 1 coquille, et au-dessus de la coquille, un lys. Cela, voyez-vous, c'est chaises d'eau. Il m'avait moi-même vêtu d'une espèce de houppelande étroite aux épaules, large en bas. Ils avaient coincé un tournesol dans la boutonnière, et il fallait que je tienne dans les mains une canne à énormes pommeaux, et pour une raison quelconque, sucer ce pommeau. C'est comme ça qu'on fait, c'est la mode. Suce la pomme de la canne. Ma femme m'éduqua ainsi d'une façon permanente. J'ai tout supporté. J'ai même supporté l'ignominie que représentaient nos soirées décadentes. Certains jeunes gens langoureux se réunissaient chez nous avec des yeux maquillés, quelques-uns en noir peignoir de dame, efféminés et gauchis. Ils se figeaient dans des poses courbées, se pétrifiaient et prophétisaient. J'ai tout supporté. Toutes leurs relations, leurs chants, leurs excès. Mais lorsque l'un d'eux, homme vigoureux au visage de sous-diacre et aux manières d'élève de l'Institut Smolny, a déclaré ouvertement qu'il ne reconnaissait sur terre qu'une jouissance, celle de l'amour ardent, mais indivisible pour le cancrelat, je ne l'ai pas supporté. J'ai fait venir sans bruit cet esthète dans l'antichambre, lui ai demandé de s'habiller et lui ai dit « Je compte jusqu'à 10. À 10, je vous offrirai le choix entre 2 sorties, la porte ou la fenêtre. »
il s'éclipsa. Les décadents s'éclipsèrent. Mais mon Dieu, quelle tempête de reproches, quel océan de larmes se déversa sur moi. À cette époque de décadence, j'étais comme un paria, manquant de lumière, de nourriture et de lit conjugal. Maintenant, monsieur l'avocat, je me révolte pour la deuxième fois, et je me révolte pour de bon. Avez-vous entendu parler du skating rink? En avez-vous entendu parler? Par conséquent, vous me comprendrez. Un beau jour d'hiver, ma femme parcourut le journal et me dit « Tu sais, Fops, en vérité, je m'appelle Foma, mais ce prénom est effectivement un peu petit bourgeois, et ma femme l'a modifié en Fops. Selon moi, cela a abouti à bien pire, quelque chose de canin, soit Mops, soit Fox. Bref, tu sais, maintenant tout le monde patine sur patin de bois. Pourquoi est-ce que tu ne pratiquerais pas ce sport distingué? » Elle a une manière constante d'attaquer mes tourments avec un air tendre et doux, mais je sais d'avance que sa décision est de faire. Je proteste, mais sans le plus petit succès. Nous allons au skating rink. C'est un manège rond, plat comme de la glace, avec un endroit pour les nombreux spectateurs. Et ce qui était le plus vexant, c'est que la moitié d'entre eux étaient de bonnes connaissances, et que j'avais avec beaucoup d'autres de solides liens d'affaires. Dans le manège, les jeunes gens s'élançaient et tourbillonnaient comme des fous, sur des patins à roulettes. Indicible fracas. Bon, pensais-je, je suis dans de beaux draps. Sans ménager mes corps, ces patins dans lesquels mes pieds sont cassés me conduisent au centre du manège et me laissent seul. J'essaie de faire néanmoins de petits mouvements en avant, mais je sens qu'à la seconde même je vais tomber. Sur la glace, je me sens également comme un blanc-bec. À ce moment, un gymnaste audacieux, chapka de travers, bouclette inconvenante et visage couvert de boutons, passe près de moi, en coup de vent. La rapidité de son mouvement et le fracas de ses patins me font perdre l'équilibre, et patatras, je tombe de tout mon long, face contre terre. Je jure à part moi et essaie de me relever, mais à quatre pattes, je commence à peine à me remettre à la verticale lorsque de nouveau, vlan, et de nouveau, je me couche, mais cette fois le ventre à l'air. Avez-vous déjà vu un bousier couché sur le dos? C'est ainsi que j'étais, et tout rouge de honte et d'effort. J'entends tout autour de moi une risée monstrueuse. Cependant, la main compatissante d'un inconnu me soutient et je me relève avec difficulté. Je reste figé comme une idole 10 bonnes minutes, respirant à peine à cause de l'effort. À la fin, je me risque à bouger. Mais mes jambes se dérobent d'un coup, se disloquent et de nouveau à grand-peine je réussis à les rassembler. Dieu sait combien de temps j'ai mis pour faire 5 pas en me traînant. Je reprends courage. Je décide de soulever mon pied droit et vlan! Je me fends la nuque sur l'asphalte et me couche sur le dos, impuissant et pitoyable. Mon ventre rond faisant bosse au-dessus de la piste, je ressens une douleur effroyable dans la tête. Gros rire de toutes parts. J'ouvre les yeux avec difficulté. Devant moi, tourne d'ardents moulins vert trouble. Autour de moi, le fracas de ces roues maudites et j'ai la sensation qu'on m'a planté une tige brûlante à l'arrière du crâne. Soudain, avec effroi et douleur, je remarque ma femme. Assise au premier rang, elle se cache le visage de son manchon, effondrée de rire. Là, je me suis mis en colère. Quels mots ai-je dit? Je ne m'en souviens pas, mais je n'oserais pas les prononcer en votre présence. Toutefois, je les ai prononcés si énergiquement que sur le champ, on m'a relevé, on m'a libéré en un instant des patins, conduit solennellement au cabinet de toilette et on a appliqué de la glace sur ma nuque meurtrie. Je me rappelle aussi que tout s'arrêta et qu'aux alentours, il y avait uniquement des yeux écarquillés et des bouches béantes. Le jour même, j'ai informé ma femme du divorce et j'ai déménagé à l'hôtel. Il ne peut y avoir de discours de réconciliation et s'il vous plaît, ne m'en touchez même pas un mot. Je fais partie des gens qui sont patients, comme des chameaux. Mais une fois qu'ils disent non, c'est un nom dur comme pierre. Je vous demande seulement, en tant qu'homme de cœur et en tant qu'excellent juriste, de m'aider à terminer au plus vite cette affaire pénible et douloureuse. L'avocat resta longtemps silencieux, tout en esquissant sur la table une sorte de marche avec son crayon. Puis, il cligna des yeux et dit « Malgré tout, dans ce que vous m'avez raconté, je ne vois pas le véritable motif qui satisferait le consistoire. À moins que la folie... Mais vraiment,
il est difficile de décider lequel de vous deux est le plus fou. Vous ou votre honorable épouse.